Bonjour et bienvenue au balado de BDC. Je suis Marjosée Richer, entrepreneure et cofondatrice de Prana, et j'aurai le plaisir d'animer cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, un sujet dont on entend parler partout. Mais entre en entendre parler et vraiment l'intégrer dans son entreprise, il y a un réel écart. Pour en discuter, je suis accompagnée de deux experts, Jean-Sébastien Charret, chef des technologies de l'information à BDC, et Olivier Blais, cofondateur et vice-président intelligence artificielle chez Move AI. Restez à l'écoute. Ce balado, une conversation pour entrepreneurs, est présenté par BDC. En tant que Banque des entrepreneurs canadiennes et canadiens depuis plus de 80 ans, nous offrons du financement, des services conseils et du capital pour soutenir la croissance à long terme des entreprises. Bonne écoute! Donc, merci d'être avec nous. On va tout de suite plonger dans la discussion. Jean-Sébastien, tu es constamment sur le terrain. Comment tu décrirais le rapport à l'intelligence artificielle aujourd'hui chez les entrepreneurs? Disons que tu l'as dit en entrée de jeu, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est présent partout. On en parle beaucoup. Puis 35% des Canadiens utilisent l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Donc, l'adoption, on va dire, elle dépasse le cadre corporatif ou le cadre d'entreprise. Par contre, en entreprise, cet enthousiasme-là est présent. Le passage à l'action commence, il y a de l'expérimentation, mais entre ce passage à l'action-là et l'intégration dans des flux de valeur et de l'intégration dans les opérations quotidiennes, c'est là qu'on voit qu'il y a encore une grande marche là, à monter pour la plupart des entreprises. Puis des fois, c'est une question de est-ce que c'est pour nous? Est-ce que ça me coûte cher? Est-ce que je suis bien outillé? Est-ce que ça va prendre des décisions de qualité? Si je fais ça, je ne fais pas d'autre chose. Donc, il y a encore un jeu de compromis, puis ça passe beaucoup aujourd'hui par beaucoup d'incertitudes par rapport au potentiel réel pour des entreprises qui se voient déjà des fois un peu intimidées même par ce passage-là. Donc, on est plus dans la curiosité que dans la réelle adoption avec une valeur ajoutée vraiment pour l'entreprise aujourd'hui. C'est ça. Puis c'est parfois du fait qu'il n'y a pas de façon systématique aujourd'hui des approches qui sont faites de façon intentionnelle pour pouvoir l'amener au-delà de l'exploration. Puis pour être intentionnel, un exemple, ça serait de dire, c'est quoi un enjeu que j'ai aujourd'hui? Un enjeu d'affaires, on en parlait tantôt, un enjeu de productivité. Quel est l'enjeu que j'ai? Ensuite de ça, quelle est la mesure que je veux faire bouger? Puis est-ce que je suis capable d'assigner une personne qui va être responsable de ça? Fait que tu as une personne en charge, tu as une mesure que tu veux faire bouger qui est associée à un objectif. Puis si tu fais ça, puis que tu es intentionnel, puis que tu dis, bien, des fois, ça va marcher. Des fois, ça ne marchera pas. Puis quand ça marche, c'est de dire, là, après ça, est-ce que je peux bâtir de ça sur ma confiance que j'ai? Que là, c'est de l'aide à la décision que je n'avais pas avant. J'ai accéléré quelque chose. Puis après ça, je peux commencer à monter dans l'échelle d'impact que ça peut avoir dans l'organisation en utilisant ces cas d'espèces-là. Parce que des fois, les early adopters vont avoir un effet d'entraînement sur des gens qui sont peut-être plus sceptiques à côté. Puis quand ils vont commencer à avoir une utilisation concrète dans leur contexte de leur organisation puis de leur travail du quotidien, mais là, à ce moment-là, peut-être ça va devenir plus fluide d'embarquer plus de monde, mais il ne faut pas faire 10 expérimentations en même temps parce que 10 affaires finies à 80% en même temps, ça demeure de la recherche et développement. Puis c'est pas tout le monde qui peut dédier autant de temps à ça dans une organisation. Des fois, qui ont des marges plus serrées, disons. Là. Dans le quotidien d'une entreprise, à quel moment l'IA permet réellement de décider plus vite? Puis pourquoi cette vitesse-là fait une différence au niveau de la croissance de son entreprise? Comment, dans le fond, les entreprises peuvent utiliser l'IA pour prendre de l'avance sur leurs compétiteurs? Bien, moi, je peux peut-être donner certains exemples de création ou de projets qu'on a fait, nous autres, chez Move AI. Donc, par exemple, un de nos projets forts qu'on a fait il y a quelques années, c'est même avant l'IA générative, parce que l'IA, ça fait quand même longtemps que ça existe, c'était avec les épiceries métro, par exemple. Donc, juste pour situer tout le monde connaît les épiceries métro, mais ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est peu à peu ce que, comme tu l'as mentionné, il y a plusieurs secteurs dans lesquels tu n'as pas des énormes marges de profit. Et souvent, ce qu'on aurait tendance à penser, c'est « Ah, j'ai pas une bonne marge de profit, donc je vais pas investir pour essayer d'innover. » Parce que tu dis « Non, si j'innove, puis je rate mon coup. » Puis en passant, c'est beaucoup ce qui arrive au Québec et au Canada. Hein. On n'aime pas prendre des risques. Et là, tu arrives, tu as une faible marge, tu te dis « OK, ben je veux pas prendre de risques. » Mais de l'autre côté, le coût d'opportunité, il est gros. Par exemple, Métro, c'était tous les produits périssables. Fruits, légumes, viande, produits laitiers, boulangerie. Ils perdaient énormément de stock parce qu'ils commandent beaucoup. Ils vendent seulement une partie de ce qu'ils commandent. Il faut Il y a des pertes.
soit qu'ils jettent, mais à un moment donné, c'était des ventes de feu, là, des 70% off. Puis là, après ça, ils sont fait les gérants se faisaient taper sur les doigts. On peut pas faire ça. Donc, ils commandaient moins. Donc, quand tu vas faire ton épicerie un dimanche soir, tu arrives, il n'y a rien sur les étagères. Bien, ça, c'est une décision parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de leur demande. Et là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti plein de signaux qui viennent, par exemple, de la météo, qui viennent des promotions, pour être capable de pouvoir simuler dans les semaines à venir, ça va être quoi la demande qu'on anticipe. Et de cette façon-là, après ça, on était capable de donner un tableau hyper clair aux gérants. Et les gérants, ils regardent ça. Après ça, ils ajoutent aussi leur opinion. Ils disent, c'est-tu quoi, on a des travaux, il y a des travaux en avant de l'épicerie, donc peut-être il y aura un peu moins de monde. Ils tweakent certains chiffres ici et là. Puis après ça, ils commandent avec beaucoup plus de certitude. Et ça a changé la game pour eux. Fait que ça, c'est un exemple de décision. Puis souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que des entreprises, c'est pas toutes des méga grosses décisions. Mais c'est des décisions qui sont importantes. Ils ont des milliers de produits, d'articles à commander à toutes les semaines. Tu vas pas passer plusieurs minutes à regarder, OK, là, le steak haché, il est maigre, là. OK, attends un peu, je vais tout regarder. Non, ils prennent ça trop rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre ces décisions-là. Mais malheureusement, si tu ne prends pas ces 5 000, 10 000 décisions correctement, bien, c'est là que tu perds de l'argent, c'est là que tu deviens moins compétitif, puis c'est là que tu peux vraiment perdre versus tes compétiteurs qui le font avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Fait que dans le fond, avant l'intelligence artificielle, les décisions reposaient beaucoup sur l'intuition, sur l'expérience, sur des données partielles. Est-ce que vous avez d'autres exemples où vraiment vous avez vu que ça permettait, avec l'IA, de décider différemment? Totalement. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire, au début de ta question, tu disais quand il y a beaucoup d'informations, puis c'est sûr que l'IA, c'est excellent pour traiter beaucoup d'informations. Mais je reviens au point de tantôt. Ça prend un objectif, puis des fois, cet objectif-là, il ne faut pas le penser qu'il va être absolument réglé par une technologie. C'est pas la technologie qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est on veut mettre la technologie au besoin. Service. Donc, je te donne un exemple dans le plus traditionnel, en manufacturier, par exemple. Dans le secteur manufacturier, un bris d'équipement, ça peut arrêter ta chaîne de montage, ça a un impact sur ta production. Et puis, ce bris d'équipement-là, c'est quelque chose que tu vis bien avant la technologie, puis tout ça. Bon, l'intuition, aujourd'hui, tu vas parler de maintenance préventive, puis tout ça, bien, tu vas avoir des gens dans une compagnie manufacturière qui vont faire de la maintenance préventive, puis tout ça, basé sur leur expérience. Si tu équipes ces gens-là avec va chercher toute l'information que tu peux obtenir de tes équipements. Parce que beaucoup des équipements aujourd'hui vont produire une tonne d'informations. La chaleur, les vibrations. Quand tu croises toutes ces informations-là ensemble, tu peux augmenter l'intuition en disant « Fais attention, de façon prédictive, je pense que tu risques d'avoir un bris d'équipement à tel endroit sur ta chaîne de montage. » Puis à ce moment-là, c'est de peut-être prendre action avant que ça arrive. Donc là, on est secteur traditionnel, quelque chose qui arrive depuis bien avant l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est pas de mettre l'intelligence artificielle, c'est de prévenir des bris d'équipement qui arrêtent ta chaîne de production. Puis là, en travaillant après ça avec les données que tu as, tu peux augmenter les décisions que tu prends. Puis là, à ce moment-là, avoir un impact de productivité important. Donc, c'est mieux prédire pour mieux décider, pour prendre des meilleures décisions d'affaires. Exact. Puis ces décisions-là, c'est des décisions dans ton secteur. Mais c'est pas... La technologie, c'est un outil pour arriver à ces décisions-là. Donc, dans quelle décision l'intelligence artificielle fait, selon vous, la plus grande différence, là, concrètement? Bien, je vais dire... de l'analyse de données, de l'analyse de documentaires, c'est tellement omniprésent que ce soit des intranets. On a investi beaucoup dans des entreprises pour faire des intranets qui sont gigantesques. Il y a une mine d'or, mais malheureusement, on n'utilise pas bien l'information corporative, puis toutes les procédures, processus. Et ça, c'est hyper important. Je peux donner un exemple. On a travaillé, nous autres, avec Industrielle Alliance pour aider les conseillers. Donc, les conseillers qui devaient justement se référer à des documents à chaque fois qui parlaient avec des clients. Il y a énormément de procédures, processus, de formulaires à remplir. C'est super compliqué. Puis ça évolue beaucoup. Et à la place que les conseillers prennent la plupart de leur temps à regarder c'est quoi les processus en amont, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des outils qui permettent d'automatiser toutes les portions, justement, qui peuvent être automatisées. Et maintenant, on a vraiment changé la façon que la personne travaille parce que la personne passe
du temps avec son client et tout le reste, bien, il est fait en amont par l'intelligence artificielle. Et ça, bien, ça permet de changer la nature de l'emploi. Parce que les employés, en ce moment, ils ont plein de casquettes. Par exemple, un employé qui travaille en Wealth, qui travaille, par exemple, pour des firmes d'investissement, bien, ils vont être analystes de données. Ils vont analyser les tendances du marché. Ils vont aussi avoir un rôle de service à la clientèle. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs de ces dossiers-là bien, qui peuvent être automatisés ou qui peuvent être facilités par l'intelligence artificielle. Et là, tu viens de changer la nature de l'emploi. Ils peuvent passer beaucoup plus de temps avec leurs clients. C'est drôle parce qu'on a vu, nous autres, beaucoup de progression. À un moment donné, les gens avaient vraiment peur de ça. Après ça, on a vu que c'est juste l'évidence, c'est que les gens partent à la retraite. Des fois, on parle des pertes d'emploi, puis ça, c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère. Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux par rapport à ça. Par rapport à l'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise? Les gens voient que quand tu adoptes de l'intelligence artificielle en entreprise, ça peut mettre des risques importants sur leurs emplois. Et ça, on entend de plus en plus parler. Mais de l'autre côté, c'est que moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui ont peur parce qu'ils perdent leurs employés. À la retraite, puis c'est souvent ceux qui ont le plus d'acquis. Et c'est quand même drôle, cette dualité-là, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que justement, les technologies peuvent être utilisées pour aider cette passation vers la retraite ou pour aider justement à réduire les problèmes de main-d'œuvre. Quand tu n'as pas assez de main-d'œuvre, ben, tu es capable de pouvoir mieux qualifier la main-d'œuvre, aider les gens à gagner en connaissance de l'emploi sans nécessairement avoir à passer des années pour l'entreprise. Au niveau de la prise de décision, est-ce qu'il existe des solutions, notamment canadiennes, qui sont simples et accessibles, qui nous permettent de mieux décider, mais sans tout transformer? Bien, il en existe quand même plusieurs, mais c'est sûr qu'on a tendance souvent à tomber dans les suspects habituels, là, les ChatGPT. Et c'est beaucoup, ChatGPT, Gemini, Claude, c'est très américain. Là. Et en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de développer davantage et de promouvoir, puis moi j'aime beaucoup BDC justement, qui pousse cette connaissance-là de solutions canadiennes. Et il y en existe quelques-unes. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose. Il existe par exemple Cohere, qui va être, je dirais, assez similaire aux autres solutions qu'on est habitué d'utiliser. Mais moi, je trouve une des forces des solutions canadiennes, c'est qu'on n'essaie pas juste de répliquer ces types de solutions. Et souvent, c'est des solutions qui vont être un petit peu plus profondément adoptées pour des industries. Par exemple, il existe Coveo dans le domaine des recommandations, dans le domaine du retail, par exemple, du commerce au détail. Coveo va être très présent, va aider à faire de la recommandation puis de la personnalisation du message. Glotify au niveau du e-commerce qui est capable de faire de l'automatisation de A à Z. Il y en existe plein. Clinia au niveau médical, par exemple, puis au niveau des cliniques. Pour de la recherche de services en clinique. Donc, il y en existe plusieurs, mais on n'a pas une très bonne promotion des solutions canadiennes, malheureusement. Souvent, il y a même des gens, par exemple, de Brainbox AI, qui est aussi une solution canadienne, qui parlait qu'au Canada, on est souvent victime du syndrome Céline Dion. C'est qu'on a tendance à devenir des fans de solutions canadiennes quand ils ont percé ailleurs. Nul n'est prophète en son pays. Oui, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut briser. Il faut être capable de promouvoir, il faut être capable d'utiliser des solutions canadiennes quand on a l'occasion de le faire. Mais j'ai l'impression que les solutions canadiennes, comme tu l'as dit, sont un peu plus nichées, spécialisées dans certains domaines. De là, peut-être pas un usage général, donc on les connaît moins. Bien, tu sais, puis j'ai envie de dire, c'est pas demain la veille que, tu sais, quand tu parles des gros joueurs américains que tu as nommés là, tu sais, c'est les joueurs qu'on voit tout le temps, c'est des milliards en investissement à chaque année. J'aime le fait que tu dises, ben, tu sais quoi, moi, je suis dans une industrie, on va parler de produits plus nichés, donc pars de ton besoin, comme on disait plus tôt, j'ai un besoin, je suis dans telle industrie, tout ça. Puis là, après ça, si vous partez de ce besoin-là, quelle mesure je veux faire bouger? Là, à ce moment-là, il y en a des solutions canadiennes qui existent. Ça ne sera peut-être pas un chat GPT de ce monde qui est à usage, on va dire, très général, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir travailler avec un partenaire pour rencontrer un de tes besoins. Puis la beauté d'intelligence artificielle aujourd'hui, à mesure que ça se démocratise, parce que là,
ça fait pas 25 ans qu'on travaille là-dessus, là, mais une chose que l'intelligence artificielle fait bien en ce moment pour les jeunes entrepreneurs, c'est de rapidement te permettre d'aller au marché avec une solution et puis d'après ça, travailler avec des clients qui vont t'aider à faire grandir cette solution-là. Fait qu'il existe de ça. Faut d'abord partir de nos besoins. Puis comme nous, à BDC, on travaille avec MoveAI, ben il y a aussi tous les talents canadiens. Puis quand ton Céline Dion effect, c'est quand même important de mentionner au Canada, là, avec les universités qu'on a, puis tout ça, ça fait des années qu'on est dans les leaders mondiaux en intelligence artificielle. Mais si on ne prend pas des décisions qui sont intentionnelles d'aller vers la technologie canadienne puis de favoriser des fournisseurs canadiens, mais ce talent-là, là, il va aller travailler ailleurs. Puis ça, je trouve que c'est une grande perte pour le Canada parce qu'il y a vraiment une belle opportunité ici, dans ce secteur-là, de faire de la réciprocité d'affaires entre compagnies canadiennes puis de garder ce savoir-là au Canada pour pouvoir créer des champions de demain. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça peut rendre quand même les équipes plus autonomes dans la prise de décision. Non, je me trompe? Je pense plus autonome. Puis, tu sais, j'aime l'angle de la qualité. Là, puis je vais reprendre ton exemple d'entreprise dans le secteur de la construction qui a plusieurs devis puis plusieurs appels d'offres potentiellement à répondre. Oui, tu vas avoir un gain d'efficacité puis de productivité au quotidien parce que tu vas être plus vite, être capable de traiter toutes ces informations-là, mais tu es peut-être aussi plus vite au marché. Tu arrives peut-être aussi avec une offre de plus de qualité ou tu vas peut-être plus mitiger ton risque. Je suis entrepreneur en construction, j'ai 6-7 corps de métier avec lesquels des fois c'est de la sous-traitance. D'autres, ben aujourd'hui, ça doit être de faire la somme de tous les différents devis que je reçois pour bider sur un contrat, par exemple. Ben, aujourd'hui, c'est beaucoup de la paperasse. Fait, comme je disais tantôt, quand tu as plusieurs informations en entrée pour t'amener à prendre des bonnes décisions, ben non seulement, oui, c'est évident que tu peux avoir un gain de temps, on va dire ça comme ça, mais peut-être que tu es plus sharp sur le devis que tu vas donner parce que tu contrôles, mettons, plus tes tierces. Puis là, après ça, tu peux peut-être dire, ben, je considère que ce chantier-là va m'amener plus de risques pour X, Y raison, saisonnalité, etc., tout ça, de type d'intervention. Puis là, tu peux jouer avec des paramètres. Ben, moi, je peux pas croire qu'en quelque part, c'est pas quelque chose qui s'inscrit non seulement dans la productivité, mais aussi peut-être d'être plus compétitif ou d'avoir une meilleure gestion des risques. Fait que, il faut tout le temps le ramener sur qu'est-ce que ça va changer dans mon industrie. Puis peut-être qu'à ce moment-là aussi, avec moins de monde, je peux peut-être répondre à plus d'offres comme ça. Fait que peut-être aussi avoir plus de revenus, tu sais. Non, c'est vrai qu'il y a des super belles opportunités. Puis il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Tu sais. Là, en ce moment, le prix de l'essence augmente. Bien, tout le monde, là, dans notre quotidien, on utilise des navigateurs pour aller plus vite la fin de semaine dans notre barbecue. Là. Bien, si tu as une flotte de véhicules, tu as de la livraison, tu as des commandes. Écoute, c'est 10 de gain en ce moment en carburant. Ça peut représenter des économies importantes pour une organisation. Puis c'est là, c'est à portée de main. Il faut juste être intentionnel. C'est ça mon objectif. Voici, ça, donc... je nomme quelqu'un chez nous, Marie-Josée. Es-tu capable de trouver des gains le carburant en ce moment qu'on dépense dans notre flotte de véhicules? Tu n'as pas besoin de 3 semaines pour aujourd'hui avec les outils qu'on a d'accessibles pour dire si oui ou non ça s'applique pour vous. Maintenant, il existe des outils qui sont pas pires. Moi, j'appelle ça un modèle en T. Maintenant, l'IA générative, c'est bon dans... C'est pas pire dans pas mal tout. Fait que ça va te répondre à des questions. Tu vas... t'as une communication écrite. Peux-tu m'aider à écrire telle communication? Tu donnes de l'information. Puis c'est tout le temps pas pire. Mais l'affaire, c'est que toi, tu veux développer la barre de ton T. Là. Donc, tu veux, tu veux développer un système qui est beaucoup plus personnalisé à tes problèmes puis à ta réalité. Et ça, ben, il faut vraiment pousser dans cette direction-là et de juste se dire je vais tester qu'est-ce qui colle pas. Puis le problème, c'est que c'est pas que les gens veulent pas, c'est qu'on essaie de travailler sur tellement plein d'affaires en même temps. Puis on dirait que vu que ça va tellement vite, on se dit c'est quoi, je vais essayer quelque chose, je vais me réserver une couple d'heures, je vais tester, puis au pire, si ça fonctionne pas, ben je vais essayer autre chose. Il faut mordre l'os. Faut dire non, voici mon problème, là. Puis ce problème-là, je vais le résoudre. Et tu le résous après ça en mettant le maximum de connaissances d'affaires. À quoi va ressembler l'écart entre les entreprises qui auront agi puis intégré ça dans leur quotidien et ceux qui auront vraiment laissé ça de côté? Ouais. Moi, je suis assez pessimiste là-dessus. Dans le sens, si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, moi, je pense que ça va être très difficile de rester en business. Tu pars vraiment à désavantage. Là, on l'a vu avec Lowe's. Quand Lowe's est arrivé au Canada, eux autres étaient beaucoup plus
proactif sur la prévision de la demande pour tous les articles dans les magasins, parce que c'est des magasins grande surface. Tu as des millions de dollars qui est assis dans ces entrepôts-là. Tu peux pas juste laisser ça aller. Puis il faut vraiment que tu comprennes bien c'est quoi qui va s'acheter puis c'est quoi qui va pas se vendre. Tu as des compagnies qui n'ont pas ces capacités-là. Ben, en ce moment, c'est pas si pire, mais dans pas longtemps, ça va pas. Ils vont pas rester en business, malheureusement. Puis 25 ans, c'est rare qu'on pose. Et aujourd'hui, 25 ans, c'est un horizon, mais mettons qu'on prend il y a 25 ans. Dans 2000-2001, c'est un peu comme dire si tu n'as pas pris le virage du commerce électronique puis d'adopter le web, tu serais où aujourd'hui? Fait que l'IA, c'est une technologie, je vais dire, générationnelle. C'est quelque chose de génération d'aujourd'hui, de dire faut que tu embarques aujourd'hui. Là. Puis 25 ans, c'est loin, mais tu sais, il y a une expression qui dit le plus longtemps tu restes sur le mauvais train, là, le plus cher ton billet pour revenir à la maison va coûter cher. Là. Fait que si aujourd'hui, tu n'es pas déjà en train de faire ces premiers pas-là, puis que tu laisses le train passer, l'enjeu que tu vas avoir aussi, c'est que les vrais gains que tu vas aller chercher vont être rarement les premières affaires sur lesquelles tu as travaillé, tes muscles organisationnels, que tu as revu un peu ton modèle d'affaires pour tenir compte de ça. Fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont déjà commencé de l'usage, même si c'est de l'usage, on va dire, de premier niveau, sont en train de se préparer à la suite. Si tu te réveilles dans 3 ans, tu vas repasser par ça, puis là, tu vas creuser cet écart-là davantage. Puis je pense que pour le Canada, si on le fait pas, puis si les entreprises au Canada prennent pas ce virage-là, bien, c'est un peu ce que tu as décrit là, c'est qu'on est à risque de voir d'autres joueurs occuper cet espace-là, puis ça va être difficile pour certaines industries de rattraper ça. On va faire un tour d'opinion parce que je vais vous poser des questions en rafale. Donc, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que vous voyez chez les entrepreneurs face à l'intelligence artificielle? Je pense que c'est de ne pas considérer, de l'utiliser. Les gens, ils ont tellement les œillères. Ils font les choses comme ils l'ont toujours fait, puis ils prennent pas en considération le fait qu'il existe des outils, il existe des nouvelles façons de faire. Donc, il faut vraiment qu'ils se remettent en question. Puis c'est ça qui fait qu'un entrepreneur est bon, c'est d'être capable de se remettre en question. Là, dans ce cas-ci, c'est avec l'utilisation d'une technologie autre que peut-être tu ne maîtrises pas. Donc, c'est aussi de bien s'accompagner, d'être bien accompagné pour y arriver. Donc, il y a une question d'ego aussi, là, de mettre de côté en disant « Ah, je peux peut-être me faire aider pour mieux faire les choses. » Rester humble. J'aurais dit attendre, puis c'est pas pour moi. OK. Donc, ça, c'est le déni. Ça, c'est une grande erreur. Quelle croyance ralentit inutilement l'adoption de l'intelligence artificielle? Moi, la croyance, j'en ai parlé un peu, c'est de penser qu'on vient tout le temps après les jobs des employés. Les employés, comme je l'avais mentionné un peu, il y a une anxiété autour de l'intelligence artificielle, surtout dans des grandes entreprises où pour certains emplois, ils sont sûrs qu'on est en train d'automatiser leur job. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une anxiété, ça ralentit beaucoup premièrement, ça ralentit les projets parce que les gens, c'est pas tout le temps des alliés. Mais aussi, c'est que c'est un peu un discours c'est une discussion de sourds parce que d'une part, on a besoin que les employés continuent à utiliser les outils qui vont être développés. Les employés, eux autres, ils disent « Ah non, je ne vais pas nécessairement aider » ou volontairement ou involontairement, ils bloquent un peu la conversation. Fait que, dans le fond, tu n'es jamais capable de pouvoir vraiment développer ces outils-là. Tu crées une anxiété qui est non nécessaire, puis ça ralentit ton développement organisationnel. Dans le fond, c'est la croyance que ça va remplacer l'humain complètement. Donc, ça va peut-être m'enlever ma job. Oui. Puis de l'autre côté aussi de l'entrepreneur, de cette réflexion-là que je suis là pour couper des jobs, c'est malsain. Et souvent, ce qu'on remarque pas, c'est qu'un travail, c'est extrêmement difficile. C'est pas juste 3-4 tâches qu'une personne fait. Il y a tellement de chapeaux, complexe. Il y a énormément de complexité, puis on peut se perdre là-dedans. Moi, je dirais que c'est trop compliqué pour nous ou qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. T'sais, je pense que la culture populaire Hollywood nous a mis l'intelligence artificielle comme étant quelque chose de bien compliqué puis réservé à... Mais il n'y a jamais eu aucun moment où est-ce que cette technologie-là est plus accessible à tout le monde
Et cette technologie-là peut être utilisée par des gens qui n'ont jamais programmé de leur vie. Puis c'est cette accessibilité-là aujourd'hui qui rend ça tellement pas compliqué. Fait que c'est diamétralement opposé avec un discours de c'est une technologie qui est compliquée. Mhm. Ah, puis aussi, l'autre affaire, excuse-moi, ça m'excite, cette question-là est vraiment bonne. De penser que c'est magique et tout ça un problème. La difficulté, c'est de donner les bonnes instructions, c'est les réflexions business, c'est vraiment c'est ta façon de faire, c'est ta recette secrète. Il faut être capable de pouvoir donner ta recette secrète aux solutions d'intelligence artificielle si tu veux vraiment pouvoir en bénéficier, parce que sinon, ça va être hyper générique, puis vanille, puis finalement, ça va pas amener grand valeur. Là. Donc, l'intelligence humaine au service de l'intelligence artificielle. C'est pour vrai, c'est collaboratif. On parle, il y a un sujet qu'on parle de plus en plus, c'est la collaboration humain-machine. Et on trouve des façons comment mieux collaborer l'IA et les collègues. Selon vous, votre expérience, si les entrepreneurs ont une seule action à adopter, à poser dans les 30 prochains jours pour intégrer l'IA, ça serait quoi? Se lancer. Mais d'avoir la curiosité et d'être capable de... Les gens qu'on voit là, qui nous présentent des cas qui disaient « Moi, je connaissais rien à ça, tout ça, je me suis lancé », ils ont eu la curiosité, ils ont pris le temps de le faire et puis ils ont été capables d'arriver avec un processus où est-ce qu'au début, les premiers résultats que tu obtiens ne sont pas parfaits, puis ils l'ont travaillé, puis c'est vraiment ça. Il faut être curieux, il faut l'essayer, puis il faut se lancer. Se lancer, ça veut dire s'informer? Se lancer, ça veut dire j'identifie quelque chose chez moi que je veux faire améliorer. Je vais nommer quelqu'un pour le regarder. Okay. On va définir une mesure. On se lance. 30 jours, là, c'est en masse pour faire beaucoup de pas. Mais si on pense que ça va arriver par magie ou en le faisant les soirs pour la fin de semaine, ça n'arrivera pas. Il faut être intentionnel, il faut se lancer. À la BDC, on est là aussi pour aider les entrepreneurs. Dès aujourd'hui, ils peuvent aller sur bdc.ca. On a la boîte à outils IA qui est là. On a évidemment les services conseils de BDC qui accompagnent aujourd'hui plusieurs entreprises. On a des solutions de financement sur mesure pour justement l'intégration de l'IA dans un objectif de productivité. Puis je pense que, tu sais, au-delà de BDC, je le répète une autre fois, avant de se lancer puis de chercher une solution, qu'est-ce qu'on est en... On se demande pourquoi. C'est de se poser la question. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire bouger comme indicateur? Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Je vais aussi juste ajouter le fait que... attends-toi pas juste que ça soit tes employés. Ça prend le courage de mettre de l'avant le fait que en tant qu'organisation, on a besoin d'aller là. Puis si les dirigeants peuvent être des bons ambassadeurs, imaginez-vous pas comment ils peuvent être des bons vecteurs de changement, parce que de démontrer que toi, tu l'as adopté ou des use cases que toi, tu as commencé à intégrer dans ton quotidien, ça envoie un message dans ton organisation. Et à l'inverse aussi, un dirigeant qui n'utilise pas l'IA, ça va démotiver. Puis là, ce que ça va faire, c'est ça va faire du shadow AI. Les gens qui veulent l'utiliser pour être plus productifs vont le faire par eux-mêmes. Ils ne vont pas le dire à personne. Ça va créer une culture que tu ne veux pas avoir dans ton organisation. La gouvernance est toujours ultra importante. On voit bien que l'IA n'est plus quelque chose de théorique. Ça fonctionne et ça peut en plus faire vraiment une différence, autant dans la façon de décider que dans la façon d'exécuter. Mais en même temps, il n'y a pas de recette magique. C'est ce qu'on a compris avec la discussion aujourd'hui. Ce qu'on retient, c'est qu'il faut commencer simplement, il faut tester, il faut apprendre, puis on se structure au fur et à mesure. Un énorme merci à vous deux, Jean-Sébastien, Olivier, pour cette discussion super éclairante. Merci à toi. Merci. Pour vous, entrepreneurs, je vous invite à aller faire un tour sur bdc.ca. Vous allez trouver des ressources vraiment concrètes pour vous aider avec l'IA. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine!